Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de ma question préférée. Donc aujourd'hui, on va parler de financement et de prêt immobilier avec mon invité Stéphane Gouzougen. Salut Ça. Stéphane. Salut Yann. On va parler un petit peu de financement et voir un petit peu si tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, sur s'il est aussi simple que certains formateurs immobiliers le font croire de trouver du financement en ce début d'année 2022. Mais avant tout, n'hésitez pas, et ça c'est important, à vous abonner à la chaîne donc sur YouTube et surtout sur Apple Podcast et de proposer à vos amis de s'abonner. C'est comme ça qu'on relaie la chaîne et qu'on va pouvoir avoir un peu plus de visibilité. On compte sur vous. On commence. Donc Stéphane, je te propose de un petit peu nous parler de ton parcours et également ce que propose la société pour qui tu bosses, donc Glasstech & Fee. Exactement. Écoute, merci Johan en tout cas pour l'invitation. Je suis ravi. Avec plaisir de participer à ce podcast. Comme tu l'as dit, nous on est une société plutôt basée sur le financement, historiquement. Donc la société s'appelle Glasstech & Fee. On a deux casquettes aujourd'hui en fait, assez simples. La première c'est d'être un courtier en financement, donc on recherche des financements spécialisés pour nos partenaires. Et la deuxième, c'est qu'on a été reconnu FinTech depuis pas longtemps, puisqu'on a développé en fait des outils à destination de nos partenaires qui leur permettent d'appréhender et d'approcher plus facilement le crédit et de pouvoir rapidement se positionner sur des calculs d'enveloppe et des décisions vis-à-vis de leurs clients. Voilà. D'accord. Donc toi, en fait, tu trouves des solutions, on va dire, un peu plus techniques que des solutions classiques de financement. Et après, tu vas aider les professionnels de l'immobilier. T'entends quoi? Des agents immobiliers, des conseillers en gestion de patrimoine? En fait, ça peut être tout type de personnes qui ont l'appétence du crédit. Donc, ça va être des agents immobiliers si effectivement ils souhaitent faire eux-mêmes la partie crédit avec leurs clients. Ça va être des gestionnaires de patrimoine qui recherchent des financements sur de la SCPI, sur du Pinel. Ça va être des courtiers en immobilier traditionnel qui ont besoin de faire du regroupement de crédit, par exemple. On va évoquer tous ces points-là, mais ouais, effectivement. Donc ça s'adresse à un large champ de partenaires. Ouais. D'accord. Sujet, comme on aborde le crédit, on entend toujours parler d'un sigle, le fameux HCSF, ouais. Donc Haut Comité à la Sécurité Financière, ouais. qui a mis en place des nouvelles règles. Est-ce que tu peux nous en parler, voir l'évolution de ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a surtout maintenant ? Ouais, effectivement, là, ça fait quand même 2 ans où ça s'est vraiment resserré justement par rapport à ces normes et à ces recommandations qu'a préconisé le HCSF, avec dans son viseur surtout la partie crédit immobilier en fait. Donc les grandes recommandations que le HCSF a faites, c'est de basculer en fait sur un taux d'effort, donc non plus un taux d'endettement, mais un taux d'effort. Tu peux définir un peu la différence entre taux d'endettement et taux d'effort ? Ouais, alors effectivement, quand on entend taux d'endettement et taux d'effort, le taux d'effort du HCSF par exemple, va exclure certaines charges des ménages qui ne sont pas comptabilisées, alors qu'avant, on pouvait les comptabiliser, par exemple, dans l'endettement. Voilà. D'accord. Tu as des exemples de charges il y a par exemple tout ce qui est en rapport avec la location avec option d'achat, donc la LOA pour un véhicule aujourd'hui, qui n'est pas intégré dans le calcul du taux d'effort, mais qui est intégré dans le taux d'endettement. Exactement. Okay. Donc voilà, c'est la majeure, la grosse, la grosse différence, elle est là en fait. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est la différence entre le taux d'effort et le taux d'endettement, c'est qu'il y a vraiment un calcul qui est différent en fonction des charges. D'accord, voilà. En fonction des charges. Exactement. Donc du coup, tu vas avoir ce taux d'effort qui est limité à 35%. Voilà. Okay. Avec, on va dire, quasiment plus la possibilité pour les banques de déroger à ce taux-là. Avant, c'était quand même beaucoup plus souple. Tu pouvais avoir des taux d'endettement à 37, 38, 39. Dès lors que tu avais des restes à vivre assez importants dans le foyer, la banque, elle se disait « Ok, je suis un petit peu endetté, je suis un petit peu au-delà des 35%, j'ai un reste à vivre quand même pour les clients qui est conséquent. Ouais. Je peux me permettre de suivre mon client. » Oui, parce que pour caricaturer, une banque peut proposer à Mbappé, s'il re-signe au PSG avec ses 50 millions annuels, à 99% d'endettement, il va lui en rester. Exactement. Pour vivre correctement. Ouais, exactement, okay. Exactement. Donc voilà, donc ça s'est durci forcément vis-à-vis de ça. On a aussi la durée maximum des crédits qui a été rapportée à 25 ans maximum, avec une possibilité d'aller
avec 2 ans supplémentaires dès lors qu'il y a un différé, en fait, une entrée en jouissance du bien immobilier qui est postérieure à l'offre de prêt. Donc ça, concrètement, c'est soit pour quand on a des gros travaux à faire, je présume. Voilà, ou par exemple un Pinel. Un Pinel de la VFA, donc Voilà. vente en état futur d'achèvement. Exactement. Où on a un délai que le promoteur doit appliquer pour la construction du... Exactement. Ok. Donc là, on peut rentrer dans ce cadre-là. 25 plus 7. 25 donc, plus 2, voilà. Donc on peut aller à 27. Ouais. Voilà, ce qui fait 27. Ok. D'accord. 35 tu disais qu'on peut déroger, certaines banques ont le droit de déroger, c'est sur quelles conditions et quelles... Ouais, alors il y a des sortes de quotas qui ont été un peu mis en place par le HCSF en disant grosso modo tant de pourcents du volume de crédit que vous allez octroyer, vous avez le droit à une marge de 10 ou 15% de dépasser en fait ces normes-là. Mais ça reste très à la marge sur les très beaux profils souvent. Voilà, avec des gros restes à vie justement, etc. Ça se pratique encore, mais c'est pas, on va dire, le cas de monsieur et madame tout le monde, quoi. Ok, et donc tu vas voir, je suppose aussi qu'on va privilégier plus les gens qui vont acquérir les primo-accédants qui vont acquérir leur résidence principale. Et en dernier, je suppose, comme la vie est mal faite, les investisseurs qui souhaitent développer leur patrimoine. Exactement. Et est-ce que toutes les banques, parce que ça on entend dire, est-ce que tu confirmes ça, qu'il faut privilégier quand tu investis certaines banques parce que la décision se fait au niveau de l'agence, alors qu'il y en a d'autres, limite ton conseiller il a zéro pouvoir et tu as beau avoir une très bonne relation avec lui, il peut pas défendre ton cas, quoi. Ouais, exactement. Alors bon, l'avantage c'est que ayant travaillé un petit peu dans le milieu bancaire et pour avoir été un peu au cœur du réacteur, quand tu es conseiller, en fait, on t'octroie des droits pour attribuer des crédits. Donc, soit ça va rentrer dans ton habilitation d'octroyer le crédit, à ce moment-là, la signature reste au niveau du conseiller. Là, quand c'est comme ça, en général, c'est relativement simple, mais ça veut dire que le dossier aussi, en lui-même, il est plutôt simple. Et les montants limités. Et les montants limités, voilà. Donc, et plus, effectivement, bon, tu vas avoir de l'expérience, plus tu vas avoir des habilitations qui sont fortes pour octroyer les crédits. Après, ça peut aller décision directeur d'agence, puis décision de la direction départementale, donc voilà. Et puis après, ça peut même aller directement au siège, en fait, en fonction des montants et de l'endettement, etc., et des ratios, quoi. Donc, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Quand tu tombes sur ton conseiller, comme déjà, il y a un turnover qui est assez important, parfois, ça aussi, c'est bloquant, en fait, pour les investisseurs, de ne pas pouvoir exprimer, monter son dossier, de présenter son dossier concrètement à son conseiller qui n'aura pas la décision. Enfin, voilà, c'est catastrophique, quoi. Ok. Et donc, vous, votre métier en tant que néo-courtier, un petit peu, ou... Ouais, on essaye de dépoussiérer un peu. Ouais, on essaye de dépoussiérer un peu tout ça, ouais. Nous, aujourd'hui, notre vision, elle est assez simple, c'est qu'on travaille essentiellement avec des banques spécialisées. Donc, on travaille directement avec les banques. Donc, on est ce qu'on appelle un mandataire non exclusif de banque. Donc, on travaille avec des banques en direct et pour le compte des banques. D'accord ? On est mandataire de banque. Ça, c'est important. Donc, on représente la banque et pas les clients. Ce qui du coup, un petit peu comme a été le Crédit Foncier à l'époque, avait des agents sur le territoire. Nous, on est un petit peu les représentants de ces banques-là en fait aujourd'hui, et on est là pour distribuer les produits que ces banques-là nous proposent. Donc on a aujourd'hui concrètement les prêts. Ouais, c'est ça, les prêts. Donc ça va aller du regroupement de crédit à de l'investissement immobilier pour les gestionnaires de patrimoine. On a à peu près, je pense aujourd'hui, 5 vraies banques avec qui on travaille historiquement. On commence à avoir une offre qui se développe un petit peu à droite à gauche. On essaye d'étoffer un petit peu tout ça aussi parce qu'on a fait évoluer le nombre de nos partenaires. Donc l'intérêt en fait dans tout ça, c'est que nous directement, on connaît bien les normes des banques et ça nous permet tout de suite d'aller discuter en direct avec la banque et des personnes qui ont tout de suite la décision sur le crédit. Donc ça nous permet d'aller assez vite à l'octroi en fait. Voilà. D'accord. Ok. Autre sujet, c'est qu'on entend souvent parler de méthode de calcul. Ouais. Donc moi j'ai préparé un petit, j'ai vu ça. un petit cas pratique. Tu as bien travaillé. Voilà, donc c'est un peu nous parler de ce qu'on appelait le différentiel qui n'existe plus ou peut-être quelques rares dinosaures l'appliquent encore. Ouais. Voilà, en voie d'extinction peut-être. Et maintenant l'autre méthode qui est comment on calcule en fait ce taux d'endettement ou taux d'effort. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Ouais, bien sûr. D'un côté, tu vas avoir, on va dire, le calcul classique, donc le calcul qu'on appelle additionnel, c'est-à-dire qu'on dans une colonne, on va mettre tous les revenus, toutes les charges,
Puis on va calculer l'endettement, charge sur revenu, et ça permet d'avoir une vision de l'endettement. Ça, on va dire que c'est le calcul aujourd'hui qui est classique et que 95% des banques utilisent. Et on a le calcul différentiel. Et effectivement, il y a encore quelques dinosaures qui le pratiquent. Pour ne pas les citer, tu vas avoir le CFCL qui le pratique sur sa partie SCI, notamment quand on fait des financements SCI. On va parler un petit peu tout à l'heure. Financement de société. Ouais. Voilà. Et sur le regroupement de crédit, tu vas avoir une banque qui s'appelle aussi My Money Bank qui aussi applique ce différentiel-là quand tu as des revenus fonciers, donc c'est assez intéressant. Comment ça fonctionne, le calcul différentiel ? C'est très simple. On va prendre le revenu foncier existant et la charge de crédit existante sur ce même bien immobilier. On va venir neutraliser l'échéance de crédit par le revenu en fait, foncier généré. Et du coup, on va diminuer forcément la charge du prêt, ce qui va venir désendetter, entre guillemets, le client. Voilà. Ouais, donc tu travailles directement... Tu travailles d'abord l'opération immobilière en elle-même. Exactement. D'un côté. Et après, tu vois que est-ce que le loyer est supérieur au prêt ou pas, ou est-ce qu'il est inférieur ? Et dans ce cas-là, tu mets soit dans les revenus, soit dans les charges. Exactement. OK. Donc, moi, je vous propose un petit cas pratique. Donc, j'ai pris Aurélie qui a la chance de gagner 4 000 € net par mois. Elle a un remboursement de résidence principale ou un loyer, peu importe, on s'en fiche, de 1 000 €. Ouais. Elle a fait un investissement locatif qui s'autofinance, donc le Graal d'après les formateurs d'immobilier YouTube. Donc, elle a 500 € de charge pour 500 € de loyer. Donc, si je fais mon calcul en additionnel classique, si je pondère, on va voir est-ce que les banques le pondèrent. Moi, je suis sur les anciens calculs 2020 et 2021. Donc, j'ai pris que 70% des loyers. Donc, Aurélie, pour un banquier, ne touche pas 500, mais elle touche que 350. Donc, on va prendre en revenu 4 000 son revenu mensuel plus 350 de son investissement locatif qu'elle veut faire. Donc, ça fait 4 350 €. Et en termes de charges, elle aura ses 1 000 € de remboursement sur la résidence principale, plus 500 de son futur investissement locatif. Donc, 1 500 divisé par 4 350, ce qui nous pose à 34,05. Donc, bravo Aurélie. Elle est dans les normes. Elle est dans les normes. Sauf que si elle a la chance de trouver une banque qui lui propose encore du différentiel, là, le calcul sera différent, puisque je vais faire 500 moins 350, le revenu que va prendre la banque, ce qui lui fait 150 € de charge sur sa future opération, que j'additionne à ses charges actuelles, qui est le remboursement de sa résidence principale, donc 1 150, que divise du coup son revenu de 4 000 €, elle n'est qu'à 28,75%. Donc, après cette opération, elle pourra encore peut-être faire un peu de crédit en fonction des rendements qu'elle trouve. Exactement. Donc, on voit que le différentiel, pour le même profil, est hyper favorable à l'investisseur, en fait. Ouais, exactement. Et c'est, bon, après, c'est une volonté aussi du HCSF d'uniformiser tout ça. Et c'est pour ça que le calcul différentiel a été remis en question. Alors aujourd'hui, il y a quand même une approche du coup qui est maintenant plus proche de ce que veut la situation des clients. C'est que finalement, sur la partie de taux d'effort, par exemple, il y a des banques aujourd'hui qui prennent 100% du futur revenu foncier en compte. C'est que certes, avant, on était à 40, mais on pondérait les revenus à 70. D'accord. Voilà, comme tu l'as fait. Et alors que maintenant, bon, il y a quand même une souplesse aussi vis-à-vis de ça, ce qui est quand même, je ne vais pas dire forcément à l'avantage, parce que le calcul différentiel reste quand même très puissant pour les investisseurs, mais on va dire que ça limite la casse. Voilà. Ok. Aujourd'hui, les durées, on entend surtout des copains en province. Je dis province parce que région, je trouve... tellement condescendant comme terme, parce qu'on est des gens qui, tous les deux, on vient de province. Exactement. Et voilà, on vient pas de région, mais on vient véritablement de province. Donc du coup, voilà, et j'ai des copains, notamment dans le sud-ouest, à qui les banquiers disent, mais 25 ans, c'est un truc de parigo, quoi. Et que c'est 20 ans pour la résidence principale et 15 ans sur le locatif. Toi, tu arrives à financer des gens qui nous écoutent, qui sont peut-être de province et qui se disent moi, ouais, mais j'aimerais bien un financement sur 25 ans ou voire plus, je sais pas. Ouais, alors tu vois, nous chez Glass Tech Fee, en fait, c'est un peu notre cheval de bataille, c'est-à-dire que aujourd'hui, on fait beaucoup de restructuration patrimoniale, donc on restructure le passif des clients, on rallonge sur des durées max jusqu'à 25 ans.
même parfois 35 ans avec certaines banques, ce qui nous permet en fait de générer des gains qui sont très conséquents pour pouvoir ensuite refaire de l'investissement, que ce soit de la SCPI, que ce soit du Pinel, que ce soit de l'investissement locatif traditionnel. Enfin, l'idée, c'est de dégager de l'endettement pour les clients, pour aussi les accompagner sur le long terme, parce que la stratégie d'un CGP, c'est d'accompagner son client, on va dire, jusqu'à son objectif. Souvent, on va dire, moi, je veux préparer la retraite. Et le fait de pouvoir rallonger les durées, de générer du gain, de faire une nouvelle opération, on va pouvoir capitaliser en fait là-dessus. Et finalement, avec les gains qui vont être générés, on pourra faire un remboursement anticipé de son crédit, finalement, peut-être à horizon 15 ans. Voilà, donc ça ne doit pas être un frein, en fait. Ouais, parce que ça, c'est un vrai problème que je vois, notamment sur, on va dire, les clients relativement jeunes, qui ont voulu faire leur résidence principale et qui sont focalisés sur le coût de crédit à la banque, en disant « Oh là là, j'ai payé 1,5 fois ma maison ». Ou mon appartement. Mais du coup, c'est pour ça que Monsieur Tortig, vous comprenez, on est parti sur 20 ans. Mais là, moi, je fais le taux d'effort, le taux d'endettement, 30 ou 32%, voilà, c'est fini. Je peux rien vous proposer en investissement locatif. Donc là, toi, tu pourrais dire, mais finalement, ça fait 5 ans que vous avez commencé votre prêt, donc il vous reste plus de 15 ans. C'est quoi, tu fais racheter le crédit, tu renégocies ? Alors, on rachète le crédit. Alors, nous, aujourd'hui, on travaille essentiellement avec des banques spécialisées qui, eux, ne sont pas là, on va dire, par l'effet du taux bas. Voilà. Nous, clairement, on est dans l'apport d'une solution, en fait, pour les clients. Donc, on rachète le crédit. Quitte à avoir un taux un peu plus élevé, mais le but, c'est de passer l'opération. Exactement. Le but, c'est de passer l'opération et de dire, votre client... Passer l'opération et faire le calcul si l'opération est intéressante même avec ce taux de exactement, prêt. Exactement. Et en fait, en faisant ça, en rachetant le crédit, en rallongeant la durée aussi en fonction de ce que souhaite le client et de l'enveloppe que souhaite le CGP, effectivement, on arrive à créer un effet de levier qui est hyper intéressant. Et quand ce n'est pas le cas, faut croiser les doigts, il faut attendre 15 ans ou 20 ans avant de pouvoir refaire un investissement ou d'avoir une augmentation de revenus, un changement de poste, etc. Qui est significatif. Qui est significatif, ce qui est quand même, on va dire, on peut pas le prévoir, quoi. Donc ça c'est vraiment hyper important. Aujourd'hui, si j'ai un message à faire passer, c'est ça, n'ayez pas peur de la durée, très clairement. Allez sur de la longue durée, capitalisez sur les gains que vous allez créer. Placez cet argent, ce gain-là, et puis dans quelques années, vous ferez un remboursement anticipé de votre crédit sans problème, quoi. Alors, autre sujet, parce que tant que je t'ai, non pas que tu sois difficile à avoir au téléphone puisque tu es présent pour tes partenaires, mais c'est une question souvent qu'on a, et c'est avec des copains confrères, c'est le sujet des gens qui ont des bons revenus, qui veulent faire de l'effet de levier, mais qui se sont occupés de gérer leur patrimoine un peu trop tard. Et à force d'être jeune, on devient vieux. Et la cinquantaine arrive, on est plein boom au niveau boulot et tout, sauf que là, on ne trouve plus des financements en longue durée. Est-ce que c'est des choses où toi, tu arrives à faire passer quand même les dossiers si il n'y a pas de frein sur l'âge ou... Non, effectivement, tu as raison. On a des partenaires aujourd'hui où il y a zéro frein, en fait. Par exemple, pour te donner encore le cas du CFCL, parce que c'est un de nos partenaires privilégiés, ils vont jusqu'à 95 ans d'âge de fin de prêt. D'accord. Donc, pour la partie restructuration. Et sur la partie immobilière aussi, si on fait de l'investissement locatif avec eux. Sur la partie SCPI, on est à 85 ans. Donc, tu vois, même si tu as 50 ans, tu peux emprunter aujourd'hui sur 25 ans sans problème pour faire de la SCPI. Voilà. Le vrai sujet va être plus porté sur le coût de l'assurance. Effectivement. Alors, ça, on va dire aussi, c'est un sujet oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même la possibilité de faire de la délégation d'assurance aussi, si on le souhaite. On peut faire de l'assurance groupe, on peut faire de la délégation, et on est capable aussi de faire du crédit sans assurance. C'est pas forcément ce qu'on préconise. Vaut mieux toujours avoir une partie d'assuré. Quand c'est de l'investissement locatif, en plus, des garanties des CPTIA suffisent, parce qu'on a les revenus fonciers qui tombent en face, on n'est pas obligé d'assurer à 100% au niveau des quotités. On peut faire que du 50-50, par exemple, en fonction des revenus. Faut voir. Après, moi, mon conseil, parce qu'on oublie souvent ça, c'est quand même une super protection pour les ayants droit et même protéger le conjoint survivant.
parfois quand il y a des couples avec des écarts de revenus importants, ou si la personne qui apporte 80% du revenu du ménage décède, c'est pas mal d'avoir pris cette assurance, même si elle était coûteuse, pour protéger. Donc ça, c'est effectivement à prendre en considération, exactement. Et faire des calculs et être... je vais prêcher pour ma paroisse, mais être correctement accompagné, parce que ça, c'est des vrais sujets, quoi. Ouais, c'est primordial. Je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, parfois, on a des dossiers qui arrivent, les clients, il y a certains clients qui vont chipoter pour 3-4 euros, mais effectivement, 3-4 euros, si dans 2 mois, malheureusement, il a un accident de voiture qui décède, il va laisser le crédit sur le dos de son épouse, s'il n'est pas assuré, et peut-être de ses enfants. Donc ça rentrera dans la succession, ça rentrera au passif de la succession. Enfin voilà, il y a quand même des conséquences à tout ce qu'on fait, et l'assurance aujourd'hui est quand même là pour couvrir, même si c'est un peu la chasse entre guillemets entre au coût d'assurance la moins élevée. Mais bon, ça après c'est un autre débat, on va dire. Voilà. Il y a des nouvelles lois qui arrivent, il y a du bon, il y a du moins bon dans tout ce qui... Bien sûr, oui, parce que je dis toujours aux clients de faire attention quand ils ont du 0,11% ou toujours moins cher que cher. Ouais. Et du coup, je dis oui, attention, mais là, vous êtes assuré que contre la mort. Point. Exactement. C'est le reste, faut faire gaffe. Ouais, tout à fait. Les exclusions, il y a tout un tas de choses, quelque chose qu'on n'a pas déclaré, si l'assurance s'aperçoit dans le dossier médical, ça peut être compliqué. Faire très attention à ça. Donc oui, tu nous parlais un peu du HCSF qui contraint de plus en plus l'investissement. Ouais. Est-ce que tu aurais des tips, des conseils justement pour contourner, bien sûr de manière légale, tout à fait. ces petits tracas? Oui, bien sûr. Moi, j'ai identifié en fait 2 vraies solutions aujourd'hui qu'on pratique quotidiennement avec nos gestionnaires de patrimoine et nos partenaires courtiers, etc. La première, ça va être, pour l'investissement financier, ça va être de passer en société. Voilà. Donc, c'est-à-dire de réaliser son investissement au travers une SCI, une société civile immobilière, une SARL immobilière, ou une SAS immobilière aussi. Donc, ça, forcément, ces structures, forcément à l'impôt sur les sociétés, ou tu peux être en impôt sur le revenu? Non, il faut être effectivement à l'impôt sur les sociétés pour sortir en fait du cadre du HCSF qui, lui, s'applique aux particuliers en fait. D'accord. Voilà. Donc là, une SRL familiale qui sera à l'impôt sur le revenu pour bénéficier de l'amortissement. Ils feront une approche effectivement classique. Ouais, classique. Voilà, comme la SCI à l'IR également. Ok. Voilà. Donc moi, je suis pas un grand... Bon, ça, c'est pas le sujet du podcast. On fera sûrement des podcasts avec des experts comptables ou des fiscalistes. Voilà. J'ai toujours un frein qui est pour moi une fausse bonne idée, ces structures à l'IS. Mais... Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est souvent, on fait une petite aparté, c'est souvent vendu par des gens qui font des formations. Ça permet d'avoir des freins à la fois sur le financement, comme tu le dis, ou même sur l'impôt, optimiser l'impôt. Mais c'est souvent des gens qui ont pour métier, c'est pas un reproche, c'est leur métier, qui se concentrent uniquement sur la création patrimoniale. Et souvent, ce genre de structure, moi j'ai une copine que j'embrasse qui est notaire, qui me disait justement sur des dossiers, on parle un petit peu de dossiers d'SCI à l'IS comme ça qu'elle devait liquider en tant que notaire. Elle me disait ça, c'est vraiment un truc de conseiller de gestion de patrimoine ou d'expert comptable qui ne voit pas le côté moi mon but c'est de créer le patrimoine le plus important pour un client avec le moins de risques possible et avec le moins d'efforts possible. Certains clients pensent que je suis magicien, mais il faut quand même faire des efforts si vous voulez avoir un bon patrimoine. Voilà, l'expert comptable, c'est d'optimiser la case impôt. Mais après, si c'est une vraie usine à gaz pour les héritiers ou les choses comme ça, que le patrimoine n'est pas liquide, ça, c'est le notaire qui se... Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut faire, quand on a une vision globale, mais ça, c'était l'aparté pour les structures un petit peu professionnelles et à l'IS. Donc là, tu es considéré comme un investisseur professionnel, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, donc, tu sors du cadre du HCSF, donc tu n'as plus les 35%, tu n'es plus soumis au taux d'usure immobilier traditionnel. Voilà, donc on va dire que tout s'assouplit un petit peu. Voilà. Ok. Et donc, qui dit société dit plusieurs associés. Est-ce que c'est facile ? Parce que moi, je voyais à une époque où les gens me disaient « Ah non, si c'est pas société familiale, quoi, grosso modo, monsieur madame, ou monsieur, madame, et les enfants,
Allez, peut-être les parents, les grands-parents, si tu arrives à avoir C'était compliqué, quoi. 3 copains investisseurs, c'était très difficile. Ouais, alors c'est pareil. Après, en pratique, c'est des dossiers qu'on peut monter. Après, c'est toujours l'approche risque que va avoir la banque, en fait, dans le dossier. C'est-à-dire que de se dire, effectivement, est-ce que si c'est 3 copains qui sont les gérants de la société et qui se fâchent, ça peut être compliqué en termes de risque pour la banque. Donc, est-ce que je me positionne pour octroyer le crédit ou pas ? Je vais être politiquement incorrect, mais est-ce que tu te fâches plus facilement avec des copains d'enfance ou avec ta femme quand tu vois le taux de séparation J'espère que ma femme va pas regarder. Elle va pas écouter. C'est ça, ça me fait... tu vois, c'est comme la notion de CDI aujourd'hui. Ouais, on en parlait ce midi, sur même les locataires, sur des personnes qui gagnent bien leur vie, qui ont un an d'ancienneté. Et aujourd'hui, ils sortent du cadre de ce que veulent les propriétaires. Donc, ils ne sont pas éligibles à la location, alors qu'on a des très bons profils, quoi. Ouais. Mais ça c'est l'anomalie aussi des banques, on le voit tous les jours. Moi, j'ai des dossiers qu'on me présente, par exemple, pour financer de la SCPI, où je vais avoir des personnes qui sont gérants de société depuis plusieurs années, qui gagnent très bien leur vie, mais je ne peux pas les financer parce que la banque m'impose aujourd'hui de ne pas financer les gérants de société. On va parler de tout ce qui est SCPI, parce que comme tu sais, c'est mon dada. C'est un sujet. Voilà. Donc oui, tu me disais, parce qu'on va dire qu'on enregistre juste après le déjeuner, bien sûr qu'on a parlé un peu de tout ça pendant le déjeuner. Tu me disais que par contre, le banquier, entre guillemets, sur cette approche plus professionnelle, regardait vraiment l'opération et demandait qu'on soit en cash flow positif. Pour moi, c'est des termes qui me hérissent un petit peu les poils de tous ces sujets-là, mais donc il regarde vraiment l'opération, là, le banquier qui va accepter d'aller au-delà des règles HCSF. Ouais, exactement. Ce qu'il nous demande, c'est d'avoir au sein de ces sociétés-là de la marge hypothécaire suffisante. Tu peux définir du coup la marge hypothécaire, ouais. Donc la marge hypothécaire, en gros, on va valoriser les biens qui sont dans la société. Donc, par exemple, on a un bien qui vaut 200 000 euros et on va avoir un crédit sur ce bien-là sur lequel il reste 100 000 euros. Donc on va avoir une marge hypothécaire nette de 100 000 euros. Voilà. Ce que la banque va nous imposer, par exemple, sur une norme. Donc ça, c'est si tu as de l'existant. Si tu as de l'existant. Dans ta société, mais prenons le cas plus simple, quelqu'un vient de voir, c'est à travers son conseiller en gestion de patrimoine ou un conseiller en gestion de patrimoine. D'ailleurs, j'en profite pour les consoeurs et les confrères qui nous regardent, de t'appeler s'ils veulent avoir des solutions. Voilà, on donnera à la fin de podcast, comme ça, il reste un petit peu jusqu'au bout. Voilà. Tout est coordonné. Du coup, on vient de voir, tu as un dossier, mais là, la personne, elle a sa résidence principale, elle a en nom propre un investissement locatif, elle a 35% et elle a fait BNP, Société Générale et LCL. On lui a dit que c'était pas possible, madame, vous êtes à 35%. Elle a eu cette info qu'en passant en société, elle pouvait contourner ça. D'accord ? Contourner ça. Du coup, qu'est-ce que tu lui proposes ? Alors, c'est pareil, ça va dépendre avec les banques avec lesquelles on va travailler. Moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des banques spécialisées, comme je te le disais tout à l'heure. Ce qui fait que, par exemple, cette banque-là, elle m'impose au moins d'avoir 2 biens immobiliers avant ou après l'opération dans cette société-là. Pour diversifier le risque, je présume. Exactement, et pas la résidence principale des emprunteurs dedans. D'accord. Voilà. Elle m'impose également d'avoir un cash flow donc positif, donc d'avoir des loyers qui sont supérieurs aux charges. Ok. Voilà, pour faire un raccourci assez simple. Je ne veux pas te mettre dans un coin et te poser une colle. Quand ils te disent plusieurs biens, c'est plusieurs biens ou plusieurs locataires ? Ma sous-question, et on va te poser la question, c'est tout ce qui est colocation et Airbnb, comment ils prennent les loyers ? Alors, c'est plusieurs biens, donc il faut qu'on ait au moins 2 lots. Donc, par exemple, si tu as un immeuble avec 3-4 appartements, ça rentre effectivement dans le cadre. Là, le fameux immeuble de rapport. Exactement, tout à fait. Donc ça fait partie d'un critère. Le cash flow positif, donc, que je viens d'évoquer. Cash flow positif, c'est quoi ? C'est ton loyer doit être supérieur à ton remboursement de crédit. Crédit plus assurance. Exactement. Donc si ça couvre ça et que tu es sur un cash flow donc positif ou supérieur à 0, tu es éligible
Donc ne pas détenir la résidence principale. Ça compte pas la fiscalité de la société, non, ça compte pas les charges, très basique, on va dire. Taxes foncières, non, c'est juste... Ouais, revenu-charge. Oui, mais dans les charges, tu pourrais mettre taxes foncières et tout. Là, c'est vraiment que le prêt. Charge de crédit. Voilà, charge de crédit. C'est associé à la charge de crédit avec l'assurance groupe si elle est incluse dedans. Oui. Et si tu bloques, il va falloir mettre un peu d'apport en compte courant d'associé, je suppose, pour limiter ton crédit. Alors, après, on a plusieurs leviers. Si jamais on coince, par exemple, sur un dossier comme ça, on va pouvoir aussi racheter l'encours. Par exemple, il reste, je sais pas, 10 ans sur le bien locatif, il reste 100 000 euros, il reste 10 ans sur le bien locatif. On va pouvoir le racheter et le rallonger sur 25, voire même 35 ans. Ce qui va du coup permettre de générer un cash flow de façon très naturelle. Donc là, c'est toujours si tu as quelque chose. C'est ça. À l'intérieur. Exactement. Voilà, à la base. Après, on a aussi la solution, c'est la cliente, par exemple, elle détient son bien immobilier en locatif en nom propre. On peut aussi réaliser ce qu'on appelle une vente à soi-même, donc c'est-à-dire un OBO pour faire chic, voilà. Owner by out. Exactement. Voilà. Sur lequel on va transférer le bien locatif qui est en nom propre dans la société. On va rembourser le capital restant dû en nom propre, voilà, au travers d'un crédit qu'on va générer dans la société. Ça se prouve, il y aura un peu de marge, ça peut même dégager du cash. Ouais, alors ça, c'est un sujet. Effectivement, il y a certaines banques qui savent le pratiquer. Aujourd'hui, j'ai pas de partenaires qui sont capables de le faire. Moi, mon partenaire aujourd'hui, ce qu'il me dit, c'est je veux pas que tu dégages de cash sur les opérations. Donc, je vais financer effectivement l'intégration fiscale, les droits de mutation et le CRD à rembourser. C'est tout ce que je fais. Ouais, je fais un petit coucou à Joseph Zwain de chez Société Générale Private Banking Luxembourg, qui je te mettrai en contact, qui te parlera des solutions pour dégager du cash. Eh ben avec plaisir. Avec plaisir, parce que c'est des demandes qu'on a de temps en temps. Bon, ouais. Joseph ne parle pas aux manants, vu la clientèle qu'il traite. Donc c'est pour les très très grosses enveloppes, mais il y a des très belles solutions chez eux. Ouais. Ok, super. Bah écoute, avec plaisir. Ouais. Donc voilà un petit peu comment on peut contourner. Donc ça, c'était, on revient un petit peu à ce qu'on disait, mais c'est pour contourner de façon le HCSF de façon légale. Voilà. Donc premièrement, c'est de faire de l'investissement en société, comme on peut le voir là. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut faire de la restructuration en fait de crédit, puisqu'en fait le regroupement de crédit n'est pas concerné par les normes HCSF. D'accord. Voilà. Donc on sort de ce cadre-là, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de souplesse en fait sur le regroupement de crédit. On peut aller chercher des taux d'endettement après opération jusqu'à 38 voire 40% pour certaines banques. Et du coup, ça permet je te coupe, mais regroupement de crédit sur les investissements locatifs, ou ça concerne aussi la résidence principale ? En fait, là, ça concerne tout. D'accord. C'est-à-dire que dès lors que tu vas avoir un crédit à racheter plus un projet à faire, on va dire qu'on a à peu près une solution pour toi. Voilà. Okay. Après, tout va dépendre de ton projet, de tes besoins, etc. Mais par exemple, tu as des investisseurs en nom propre, des fois qui ont fait beaucoup d'investissements parce que contexte de taux bas depuis quelques années, qui se retrouvent aujourd'hui endettés à 36, 37, 38%. Ils vont voir leur banquier. Leur banquier leur dit « Bah oui, je vous aime bien, je vous ai financé beaucoup de biens il y a quelques années, mais aujourd'hui, vous ne rentrez plus dans le cadre du taux d'effort, vous dépassez les 35%, donc je ne peux pas vous financer. » Et ben dans ces cas-là, nous, on peut intervenir sur ces dossiers-là pour faire de la reprise d'encours, réétaler effectivement sur une durée plus ou moins longue, après en fonction de ce que souhaite le client, pour le remettre un petit peu dans le cadre du taux d'effort, on va dire à 20-25%, lui dégager de l'endettement, pour pouvoir faire son nouveau projet. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, c'est un levier qu'on utilise régulièrement, notamment avec les gestionnaires de patrimoine. Et quand on a des partenaires gestionnaires de patrimoine qui ont bien compris cet effet de levier-là derrière, ils arrivent facilement à vendre de la SCPI, à placer un Pinel, voilà, donc de façon très simple. L'avantage des banques spécialisées avec lesquelles on travaille, c'est qu'ils ne vont pas te demander trop de contrepartie commerciale. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas de domiciliation bancaire, tu ne dois pas changer de banque. Voilà. Le seul sujet qu'on a, nous, c'est des contraintes, on va dire, des fois un petit peu commerciales. C'est-à-dire qu'on doit proposer leur assurance groupe. Voilà. On la propose, elle n'est pas obligatoire, elle reste facultative. Mais on est suivi par rapport à ces stats-là. Donc, on va dire que c'est un peu la seule contrainte aujourd'hui qu'on va avoir avec eux, c'est de dire, bon, bah, OK, on a fait une tarification en assurance groupe. C'est tout. Donc, c'est des banques qui sont très souples, pas de changement de banque, ils remboursent les différents créanciers, on passe devant le notaire, voilà, et c'est réglé, quoi. Ok. Du coup, donc les règles, c'est 2 astuces pour résumer. Ouais. Soit achat en société,
avec ses avantages et ses inconvénients au niveau patrimonial, parce que passer une opération, c'est bien. Il faut voir si elle s'imbrique dans une stratégie globale cohérente. Et ça, c'est la plus-value d'un gestionnaire en patrimoine, de déterminer ça avec le client, ou regroupement de crédit. Voilà, exactement. C'est les deux grandes pistes pour continuer à faire de l'endettement. Et aussi, j'insiste, attention, c'est bien beau qu'on vous apporte des solutions d'endettement, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'endetter à outrance. Il faut être sûr de pouvoir rembourser le bien dont on va faire l'acquisition, et soit grâce à des revenus qui doivent être le plus réguliers possible, parce que le meilleur rendement, c'est celui qu'on reçoit in fine. Exactement. Voilà, Exactement. parce que les tableaux Excel, c'est une chose, la vie réelle, c'en est une autre. Ou avoir suffisamment une capacité d'épargne si jamais il y a un problème sur le loyer pour pouvoir toujours rembourser. Donc pas s'endetter à outrance et n'importe comment en se mettant la corde au cou. Et c'est quand même, on crache depuis le début du podcast sur le HCSF, mais il faut dire aussi que les banques sont là aussi pour protéger un minimum l'investisseur consommateur. Mais c'est évident, non, il faut faire attention, il faut se garder toujours de la marge. Enfin, on connaît tous dans notre entourage des gens qui sont trop endettés sur la résidence principale, la voiture elle casse, on peut plus emprunter, on n'a pas d'épargne, on a eu un gros saut de charge parce que parfois on est primo accédant, on vivait chez papa et maman, on n'a pas mis de sous de côté, on a bien vécu, je payais pas de loyer et je me retrouve à payer 700-800 euros par mois avec des revenus très moyens. Effectivement, c'est dangereux. Donc il faut toujours être bien accompagné, que ce soit par un gestionnaire de patrimoine ou son conseiller bancaire, pour pas se précipiter. C'est important. Ok. T'évoquais les SCPI, gros sujet. Je sais qu'il y a une grosse communauté, notamment sur Facebook, qui aura sûrement plein de questions. Ouais. Aujourd'hui, les SCPI, les pistes, financer quoi, comment? Je vais dire, il y a deux grands canaux de distribution. Il y a soit les banques qui proposent leur SCPI et qui vont dire très souvent, et ça dépend des clients, après il y a toujours des exceptions, mais qui vont dire moi je vous finance à condition que vous preniez les SCPI chez moi. Ouais. Et après, il y a des gens qui veulent soit à travers un gestionnaire de patrimoine SIF ou une plateforme en ligne ou non, c'est tout. Je pense les moyens d'acheter de la SCPI ou une société de gestion en direct, soit souscrire des parts, acquérir à crédit départ d'une société de gestion qui n'a malheureusement pas de banque comme dans le groupe, on va dire. Ouais. Donc là, quelles sont les solutions aujourd'hui ? Alors, on a plusieurs solutions. Nous, aujourd'hui, on a vraiment deux gros partenaires bancaires avec qui on travaille. On est en train de développer notre réseau, donc j'en parlerai très rapidement, mais pour l'instant, parce que ça, un peu de teasing pour ceux qui veulent financer les SCPI, ça s'ouvre. Exactement. Tu m'as dit ça pendant le déj, qu'il y a pas mal de solutions qui arrivent. De nouvelles solutions, et on a bon espoir que ça avance assez vite, donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler lors d'un prochain podcast. Ouais. Donc aujourd'hui, on travaille spécifiquement avec deux banques partenaires. Donc on va avoir le CFCL, le Crédit Foncier Communal de l'Alsace-Lorraine, pour faire long, qui est aujourd'hui notre plus gros partenaire, très clairement. On finance énormément de dossiers avec eux. Donc eux, pas de domiciliation bancaire. On peut aller jusqu'à 25 ans. On a un catalogue de SCPI qui est très large. Voilà, donc ça veut dire qu'on peut financer jusqu'à, je crois que on est entre 35 et 40 SCPI de rendement aujourd'hui dans ce catalogue-là. Avec des belles signatures dedans, donc très clairement. Et on a le crédit agricole Consumer Finance. Voilà. Ok, première offre, c'est quoi ? Faut être propriétaire, locataire, tu peux... Ouais. Tu as dit que professionnel, indépendant, tu pouvais pas. Ouais, hormis des professions libérales. Hormis profession libérale, voilà. Ok. Mais est-ce que je peux acquérir si je suis locataire, peu importe locataire ou propriétaire, mais du moins salarié, je veux faire l'acquisition de parts d'SCPI via une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. Ça, je peux prendre le crédit via cette société civile ? Alors non, aujourd'hui, on va dire qu'on a très peu de solutions.
pour financer les sociétés civiles immobilières, de la SCPI au sein de sociétés civiles immobilières. Ok. La solution qu'on va avoir, ça va être éventuellement dans le cadre du produit dont je te parlais tout à l'heure pour contourner le HCSF, donc quand on est sur une société à l'IS. Ok. Mais par contre, il va falloir qu'on ait de la surface hypothécaire déjà existante pour pouvoir se positionner et prendre une garantie hypothécaire pour financer la SCPI. Donc concrètement, tu as un propriétaire qui a 200 000 soit de revenus, soit de résidence principale, soit d'investissement locatif, peu importe. Ça peut pas être d'autre part d'SCPI, je suppose que c'est de l'immobilier en direct. Oui, c'est de l'immobilier en direct. Alors, ils ne considèrent pas effectivement que les SCPI... D'accord, ok. Donc à partir de là, j'ai déjà un bien. Il me reste donc ce qu'on appelle le CRD, capital restendu, c'est ce que je dois rembourser à la banque, 100 000. La valeur de mon appartement est de 200 000. Ouais. Donc, du coup, tu vas pouvoir financer la SCI à l'IS sur un montant de 100 000. 200 000 moins 100 000 égale 100 000. Ouais, exactement. Alors ça, c'est, on va dire, si on est prudent et qu'on fait une approche, on va dire, en bon père de famille. Okay. Après, cette banque-là aussi est capable, par exemple, si le prêt est cautionné, prêt immobilier est cautionné et pas hypothéqué, on peut hypothéquer jusqu'à 100% de la valeur du bien. Donc ça veut dire que potentiellement on pourrait faire 200 000 euros de SCPI et prendre une garantie hypothécaire à hauteur de 200 000 euros qui serait privilégiée par rapport à la caution existante sur le crédit immobilier. C'est un petit peu technique. Là, je pense qu'on va perdre du monde. Ouais. Grosso modo, pour juste en 2 mots, pour expliquer crédit hypothécaire et garantie, la différence. Ouais, donc d'un côté, on va avoir la garantie hypothécaire, donc qui est une sûreté réelle, et le cautionnement que tout le monde connaît, puisque c'est ce qui est pratiqué avec des sociétés comme Crédit Logement, la SACEF, etc., la CAMCA pour le crédit agricole. Donc c'est des cautions, donc c'est une promesse d'affectation hypothécaire. Voilà. Donc on n'est pas du tout au même niveau entre guillemets de garantie. Donc l'hypothèque sera toujours privilégiée par rapport à la caution. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même souvent une mauvaise image de l'hypothèque, alors que l'hypothèque est une sûreté réelle. La caution étant une promesse d'affectation hypothécaire, si le client ne paye pas, donc il a payé ses frais pour la caution, une hypothèque judiciaire sera prise par la société de caution. Donc il y aura double sentence pour le client. Et la caution, une fois de plus, elle va engager la totalité du patrimoine du client. D'accord. Alors que l'hypothèque, elle concerne simplement le bien qui est financé. Donc si tu plantes ta banque, et pareil, on ne recommande rien du tout, si tu plantes ta banque, quand tu es en hypothécaire, on va te saisir le bien. On va te saisir le bien, c'est ça ? Tandis que exactement. Si tu es en caution et que tu plantes la société de cautionnement, là, elle va pouvoir se servir sur autre chose que le bien pour lequel tu as emprunté dans ton patrimoine. Oui, tout à fait. Des choses peut-être plus liquides, plus... Exactement. Donc voilà, et c'est vrai que souvent, on a quand même une méconnaissance par rapport à ça. On a tendance à dire, bah non, moi, je veux une caution. L'hypothèque fait grossier un petit peu dans la bouche des personnes. On a l'image du Monopoly. Voilà, tout le monde a joué au Monopoly. Exactement. Et l'hypothécaire coûte aussi peut-être plus cher. Alors, il y a un coût au départ, effectivement, qui est supérieur à la caution, ça c'est sûr. Mais après, en termes de garantie, comme on vient de l'expliquer, on n'engage pas la totalité de son patrimoine. Et ça, pour le coup, je pense que ça n'a pas de prix, quoi. Ouais, et plus on prend de risques, plus l'opération, entre guillemets, risquée pour aller chercher du rendement, peut-être se protéger en étant plus en hypothécaire qu'en... Exactement. Donc ça, c'est vraiment... Là, on rentre vraiment dans le conseil en termes d'optimisation de crédit, et voilà, des choses... Exactement, et ça fait partie des choses qui sont quand même hyper importantes à connaître pour le client, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de désinformation non plus par rapport à ça. Ouais. Voilà. Et ça, c'est important, et également sur les taux, faire un petit peu de pédagogie, parce que souvent, je vais être vulgaire, mais je le dis aux clients, je le rabâche depuis quasiment plus de 10 ans maintenant, c'est souvent, on parlait un peu des Pinel, anciennement Cellier, Robien, tout ce que moi je trouve des actifs un peu pourris, et que je demande à des clients quand je fais des audits, mais pourquoi vous êtes allé acheter à Limoges à 5 000 € du mètre alors que ça en vaut 2 500 ? Il me donne 2 réponses en général. C'est 1, parce qu'il y a la réduction d'impôt. Ok, donc l'impôt fait faire vraiment des bêtises. Et 2, parce que M. Tortig, mon banquier, il m'a fait un super prêt, un super taux. Et que un prêt, un actif de merde avec un taux pas cher, ça reste de la merde. Ça ne le transforme pas en or. Exactement. Donc c'est ça. Parfois, Exactement. Il faut mieux acheter un très bon actif, je ne sais pas, un truc à 6 000 €, alors que ça vaut 10 000 € du mètre carré à Paris à 4%,
que acheter un truc qui vaut 2000, qui coûte 2000 mais qui vaut réellement 1000. Parce qu'on vous fait 0,5 sur 25 ans, j'en sais rien. Exactement, et au moment de la sortie et de la revente du bien, c'est compliqué. Donc vous focalisez pas sur le taux. C'est faire passer les opérations parce que la création patrimoniale, c'est le plus important. 2, voir également les garanties versus hypothèque. Ouais, ça c'est important. Et après, au final, le taux, c'est toujours mieux d'avoir le taux le plus faible. Exactement. Mais ça passe vraiment qu'en 3e. Voilà, c'est ça. Et puis aujourd'hui, le taux, on connaît tous un copain qui a eu un taux moins cher que l'autre. Et voilà, mais on ne connaît pas la situation des uns et des autres. On ne connaît pas la constitution de chaque dossier. Chaque dossier est différent. Est-ce qu'il y a beaucoup d'apports voilà, parfois, vous avez des personnes qui ont des parents, qui sont clients, qui sont administrateurs dans certaines banques, donc qui ont des droits préférentiels. Oui, et que le copain, il dira peut-être pas qu'il avait 100 000 ou 150 000 euros d'épargne, qu'il a ouvert un contrat d'assurance vie tout pourri et qui va faire moins 2 ou moins 3 en moyenne annuel sur son contrat. Donc au final, il aurait mieux fait de prendre le taux à 0,15 de plus. C'est ça, tout à fait. Ok. Tu parlais de la deuxième solution sur la SCPI. Ouais, donc la deuxième solution, ça va être avec le Crédit Agricole, donc Consumer Finance. Alors sur la première solution, on s'adresse uniquement que à des propriétaires. Voilà, donc ça on l'a dit, mais assez rapidement. Et sur la solution Crédit Agricole, en fait, on va dire qu'on s'adresse aussi à des locataires, à des gérants de sociétés aussi, donc on peut financer dès lors qu'il y a plus de 3 ans d'ancienneté. On a un catalogue qui est un petit peu plus restreint, on va être sur une dizaine de SCPI de rendement. Voilà. Et on a la durée qui va être limitée par contre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller jusqu'à 15 ans maximum, et on a une obligation d'apport dans l'opération de 10% du montant financé. Voilà, donc on va dire que c'est une offre, moi, que je considère plus sur des plus petites enveloppes. Voilà. Donc sur des 50, 60 000 euros, ça passe très bien. Dès lors qu'on va avoir des plus grosses enveloppes, l'offre CFCL va quand même être beaucoup plus pertinente. Voilà. Et donc pour le futur, puisqu'il y a une autre... Voilà, je le dis pour les clients qui seraient contents, mais pour le moment, il y a un partenaire sous condition qui permet de faire jusqu'à 50% d'endettement sur de la SCPI en différentiel. Voilà, et donc là, c'est à condition de prendre certaines SCPI. Et tu me disais que peut-être que vous allez avoir accès à cette offre sur un catalogue plus large d'SCPI. Oui, exactement. Aujourd'hui, on essaye vraiment, on voit qu'il y a vraiment un intérêt fort pour la SCPI, une demande très importante. Et nous, du coup, forcément, on doit être proactif là-dessus. Donc, on est en train de discuter effectivement avec une filiale du groupe Arkea pour justement se faire référencer chez eux pour distribuer leur offre crédit. Donc, on va être sur une offre qui va être complémentaire à celle du CFCL. Sur du locataire, on pourra faire du 25 ans avec des taux qui vont quand même être bien meilleurs. Voilà. Et puis après, on va aussi pousser la porte des banques traditionnelles, même si aujourd'hui, ce n'est pas notre cœur de métier. La demande fait qu'on est obligé à un moment donné aussi de s'adapter. Donc du coup, on va mettre en place un partenariat avec un courtier qui est à l'échelle nationale. Et on va permettre à nos partenaires CGP, effectivement, de pouvoir financer de la SCPI dans des banques traditionnelles, notamment avec la Caisse d'épargne, avec la Banque Populaire, voilà, pour ne citer que. Donc des taux un peu plus faibles. Effectivement, on va être sur du taux immobilier, donc on va être sur des taux qui vont être plus intéressants, parce que les offres précédentes, on était sur des taux conso, donc forcément plus élevés. Mais encore une fois, il faut vraiment poser les calculs et on s'aperçoit que le taux est pas si fondamental que ça. C'est ça, en fait, ça va dépendre de la situation des clients et du rendement de la SCPI, de la location, effectivement, que le CGP va faire, quoi. Et ça, c'est ta spécialité. Ouais. Ok. Donc tu disais des banques classiques sur la SCPI. Elles joueront le jeu de pas financer que les leurs ou... Alors ça, on va dire que c'est un petit peu la grosse discussion. Ouais, c'est la grosse discussion. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'arriver dans une banque de réseau et de dire je veux financer par exemple. Elle est toute pourrie votre SCPI. Que du Périal, voilà, ou du Sofidi ou du voisin. Non, c'est compliqué. Ils essaieront toujours d'allouer une petite partie de leur SCPI dedans. Les contreparties commerciales seront aussi beaucoup plus grandes, forcément. Ouais. On vous demandera de transférer les comptes, etc. Ils essaieront forcément de racheter le crédit de la résidence principale, de récupérer une relation commerciale à 100%. Donc effectivement, ça peut aussi être contraignant pour les clients. Oui, après, le client doit aussi admettre qu'il faut lâcher un peu de mou et qu'on ne peut pas tout avoir. Voilà, pas d'apport, pas de domiciliation de compte... voilà, du différentiel, non.
C'est juste, effectivement, si après, il faut voir la SCPI en elle-même et analyser la SCPI, mais s'il faut lâcher 10% d'investissement dans la SCPI maison pour avoir 90% de crédit sur la SCPI qu'on affectionne et qu'on souhaite faire, c'est peut-être un bon deal. C'est peut-être un bon deal, exactement, ouais, tout à fait. Et alors l'avantage, c'est qu'effectivement, on a un effet de levier qui sera beaucoup plus intéressant parce qu'on aura des taux beaucoup plus bas et justement une rentabilité sur la partie SCPI qui sera plus intéressante, quoi. Ok, super. Je pense qu'on a fait un bon tour. Donc, pour résumer, HCSF, on ne s'affole pas. Il y a des solutions. Il y a des solutions. À condition de bien préparer ses dossiers et faire quand même relativement attention, et ça on ne l'a pas dit, mais avoir le plus joli relevé de compte possible. Ouais. C'est-à-dire qu'on évite, quand on propose un dossier, les 4 fois sans frais, les cartes Cofinoga, les Winamax. Les d'intervention, voilà, on essaye d'avoir des relevés de compte qui sont clean, quoi. Ouais, les paris sportifs, tout ça. Ça, c'est la hantise des banquiers. Dès qu'on voit un peu trop de mouvements, paris sportifs, etc., tout de suite, le dossier, il n'est même pas regardé, en fait. Donc faire attention. Voilà, quitte à décaler un petit peu ses achats, joli manteau acheté 4 fois sans frais, peut-être le faire une fois que le dossier est envoyé. Ou pendant les soldes. Ou pendant les soldes, effectivement, ça peut être une bonne idée. Est-ce que du coup, tu as une reco pour nous, comme on est en fin de podcast ? Du coup, comme tu me le demandais, moi, je voudrais recommander un copain qui tient une épicerie fine de fromage sur Rennes. Ça s'appelle... D'accord, les Rennais. Les Rennais, Mathieu Audelaine, vous avez une adresse ? Voilà, donc c'est chez Fanche, alors peut-être qu'ils connaissent déjà. Donc c'est place Raillé du Bâti à Rennes. Okay. Parce que les bureaux de Glasstech & Phi, comme son nom l'indique, vous êtes breton, donc vous avez des bureaux à Rennes. Exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Fanche de ma part. Il travaille que des produits locaux en direct des producteurs. Il a plein de bons produits. Le midi, il peut aussi vous recevoir pour manger une petite tartine avec du bon fromage, etc. Donc n'hésitez pas. Super, mais en tout cas, merci beaucoup. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va parler également immobilier et on va pouvoir parler immeuble de rapport notamment. À la semaine prochaine. Merci Stéphane. Au revoir Yoann, merci à toi.